Bonjour tout le monde, je partage avec vous aujourd'hui une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, cette vidéo sera une présentation des réponses aux questions du QCM de l'épreuve du concours de recrutement du ministère de la Finance de 2018. Ce concours de recrutement est destiné pour les ingénieurs en informatique décisionnelle. L'épreuve compte trois parties principalement, dont un QCM. Les trois parties sont réparties sur 8 pages. Les 8 pages totales comptent les trois parties, bien sûr. La première partie, qui est le QCM, qui concerne cette vidéo, contient 4 pages. La durée de l'épreuve est 4 heures. 30 questions dans le QCM. Nous allons passer sur toutes les questions et y répondre. Et puis, bien sûr, nous allons faire le zoom sur quelques questions pour voir un petit peu plus de détails et comprendre un petit peu les concepts. Dans cette présentation, comme je vous ai dit, je vais faire le zoom sur quelques questions, puis je vais partager avec vous le document questions-réponses sur mon GitHub. Dans mon GitHub, vous allez pouvoir trouver dans le repository concours public le document que j'ai partagé à l'instant. Il est là. Vous pouvez le consulter directement pour voir la réponse aux questions. Donc je passe directement aux réponses. La question 1 concerne Linux. On a demandé quelle est la commande qui permet de changer les droits d'accès d'un fichier. La réponse est P, c'est chmod. La deuxième question est une question SQL. On se demande quelle est l'opération qui consiste en la liaison de plusieurs tables pour faire le requêtage. Celle-ci, elle s'appelle la jointure. C'est ce qu'on appelle les jointures. Sur une base de stockage, laquelle des configurations suivantes offrira la meilleure performance ainsi que la sécurité de données? La réponse est RAID 5. Dans la liste suivante, qu'est-ce qui n'est pas un ETL? Alors c'est la réponse A. Dans la liste suivante, qu'est-ce qui n'est pas une technique OLAP? Pour rappel, OLAP consiste en une base multidimensionnelle. Généralement, on fait les opérations de slice, de dice et de pivot. Le cluster n'existe pas en fait dans ces opérations. Laquelle de ces propositions est basée sur un réseau de stockage très haut débit en fibre, channel ou SCSI? La réponse est SAN. Dans la liste suivante, qu'est-ce qui n'est pas une suite décisionnelle? Bien sûr, c'est Microsoft Visual Studio, qui est un EDI orienté programmation. C'est pour la programmation principalement. La question qui suit, c'est dans SQL. Laquelle de ces propositions ne fait pas partie des opérateurs utilisés pour la construction des prédicats? Dans les closeware, c'est match. En fait, match, il est utilisé dans MySQL, mais pas dans la plupart des SGBD. Dans la question qui suit, en informatique, qu'est-ce qu'un SSG? C'est un service d'information. Tous les éléments suivants décrivent des caractéristiques de Hadoop. Bien sûr, l'open source, c'est une caractéristique basée sur Java, oui. Il s'agit d'une approche de programmation distribuée. Cependant qu'au temps réel, ne représente pas vraiment une caractéristique, parce que Hadoop, il est destiné surtout pour le traitement d'opérations qui sont un petit peu grosses, ce qu'on appelle les opérations en batch. Les opérations en batch, ils prennent souvent du temps. Dans la 11e question, on se demande quel est le modèle calcul à usage général, un système d'exécution pour l'analyse, c'est Spark. Dans la méthode de Meurice, le concept de synchronisation concerne les MCT, modèle conceptuel de traitement. Le nombre binaire 1011, quand on le transforme, on retrouve 11 comme réponse. Quel est l'avantage de la technologie RAID? C'est la performance. Quel terme ne se rapporte pas à la modélisation d'un diagramme UML? Bien sûr, c'est les entités. On sait très bien que les nœuds, les objets et le pactage sont des concepts fondamentaux utilisés dans les diagrammes. Cependant, le concept entité, on le retrouve plus dans Meurice, dans le modèle, particulièrement le modèle de conception, le MCD, le modèle de conception de données.
Sur Internet, un cookie, il peut, en fait, la réponse c'est le C. C'est pour paramétrer de façon personnalisée la page. En quoi consiste un plan d'assurance qualité? Toutes les réponses sont bonnes. Je vous laisse découvrir. La 18e question, la réalisation d'un projet commence par quoi? Elle commence en fait par les jalons. On définit les jalons, ils sont aussi nommés les milestones, puis après, on peut faire les étapes qui suivent, parmi lesquelles on peut définir le diagramme de Gantt, commencer à mettre la logique et les liens entre les différents jalons. La 18e question est répondue, on passe à la 19e. Une base de données est dite cohérente lorsque bien sûr la réponse est A. Bien sûr, toutes les contraintes d'intégrité sont respectées, notamment les clés primaires et les clés étrangères. Ceci entre dans ce qu'on appelle la fiabilité des données. La 20e question, dans une stratégie de veille stratégique, et bien sûr dans la business intelligence, lequel de ces éléments est indispensable? Les entrepôts de données. En HTML, lequel des caractères suivants est accentué? C'est la réponse C. En modélisation UML, l'association entre les classes voiture et moteur est une composition. Dans une architecture MVC, où sont stockées les données? Alors, la première réponse qui m'est venue, c'était le M, mais après en réflexion, deuxième, j'ai mis le D. Pourquoi on pense à M? Parce que généralement, c'est la partie modèle ou bien la couche modèle dans l'architecture qui véhicule les datas, entre bien sûr les contrôleurs, la view et entre surtout le contrôleur et la base de données. Mais la persistance se fait principalement dans la base de données. Donc on se pose la question, est-ce que on répond B ou bien on met D? Moi j'ai opté pour le D. Que signifie le E désintitulé ETL dans le contexte des bases de données décisionnelles? Il signifie extract, c'est la réponse. Dans une base de données relationnelle, quels mécanismes ne sont jamais utilisés pour les contrôles d'intégrité? Bien sûr, toutes les réponses peuvent permettre d'introduire un certain mécanisme pour contrôle d'intégrité, sauf la réponse D, parce que dans les traces, ou bien ce qu'on appelle les logs, qui sont des enregistrements de certains événements ou bien des transactions qui peuvent se produire, ne permettent pas ni directement ni indirectement de faire un contrôle sur l'intégrité de la base de données. La 26e question, quel est l'organisme chargé de la protection des données? C'est la CNDP, qui signifie Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Le président de la CNDP d'aujourd'hui est le monsieur Omar Serrouchni. Dans la 27e question, on se pose encore une nouvelle question sur l'un des organismes publics. Cette fois-ci, celui qui est chargé d'alerter concernant les problèmes de sécurité des systèmes d'information au Maroc. Et la réponse est la B, qui est le MACERT. Le MACERT est une acronyme pour Moroccan Computer Emergency Response Team. Il s'agit d'un centre de supervision, de détection et de réponse aux attaques cyber dans le pays. Qu'est-ce qu'une contrainte d'intégrité? La réponse est le B. Et puis la dernière question, ou bien l'avant-dernière, c'est l'application des patchs de sécurité permet de lutter contre quoi? La réponse en fait c'est la C. Elle permet pas de scan des ports, ni la propagation des virus, ni la fuite des données, mais c'est surtout pour faire en sorte que les applications ou bien les systèmes d'information qui vont connaître dans le futur, bien sûr, en vieillissant des failles, on commence à découvrir des failles dans le système et on commence à développer des patchs, bien des mises à jour. C'est ce qui se passe avec Windows par exemple, on vous envoie des patchs à installer régulièrement.
c'est principalement pour éviter des failles, des vulnérabilités du système qui sont découverts principalement par les utilisateurs. Dans la 30e question, on se pose la question par rapport au code 501 et sa signification dans les codes, parmi les codes HTTP. Ce code, il fait référence aux problèmes au niveau du serveur. Principalement, les problèmes serveurs sont listés dans les 500, les codes 500. Et 501 fait référence à un endpoint qui n'est pas développé, ou bien qui n'est pas implémenté. Dans les codes, j'aimerais juste faire une référence aux 200 qui sont les plus connus, qui représentent le succès de la requête. Pour ce qui concerne les autres codes 300, 400, 300 c'est pour la redirection, les 300 c'est pour les erreurs client HTTP, la plus connue c'est la 404, qui signifie que c'est pas not found, c'est-à-dire non trouvé. Voilà pour ce qui concerne les 30 questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.